This is week 26 of our book club on the book thief. And this week we're going to start part 9. And there are 10 parts in our book. So we're getting close to the conclusion of this great novel that we really enjoyed reading with you. Bonjour, aujourd'hui on va lire le commencement du chapitre 9 de notre club de lecture pour la Voleuse de livres. Aujourd'hui on va lire 4 chapitres parce qu'ils sont un peu plus courts. Ce sont la collection de costumes de l'Anarchiste, la tentation suivante, le joueur de cartes et les neiges de Stalingrad. Et il y a seulement 10 parties dans ce livre et ce sont le commencement de du partie 9. Alors, on arrive presque à la fin maintenant. And yes, Sasha had a good point. Here is the name of the 4 chapters we're reading this week. The Anarchist Suit Collection, Part 9, The Next Temptation, The Card Player, and The Snows of Stalingrad. And I'll get us started with the Anarchist Suit Collection. The Anarchist Suit Collection, 35 Himmel Street, December 24. With the absence of 2 fathers, the Steiners have invited Rosa and Trudy Huberman and Liesel. When they arrive, Rudy is still in the process of explaining his clothes. He looks at Liesel and his mouth widens, but only slightly. The days leading up to Christmas 1942 felt thick and heavy with snow. Liesel went through the word shaker many times, from the story itself to the many sketches and commentaries on either side of it. On Christmas Eve, she made a decision about Rudy. To hell with being out too late. She walked next door just before dark and told him she had a present for him for Christmas. Rudy looked at her hands and either side of her feet. Well, where the hell is it? Forget it then. But Rudy knew. He'd seen her like this before. Risky eyes and sticky fingers. The breath of stealing was all around her and he could smell it. This gift, he estimated. You haven't got it yet, have you? Nope. And you're not buying it either. Of course not. Do you think I have any money? Snow was still falling. At the edge of the glass, there was ice like broken grass. At the edge of the grass, there was ice like broken glass. Do you have the key? She asked. The key to what? But it didn't take Rudy long to understand. He made his way inside and returned not long after. In the words of Victor Chamel, he said, "It's time to go shopping." The light was disappearing fast, and except for the church, all of Munich Street had closed up for Christmas. Liesel walked hurriedly to remain in step with the lankier stride of her neighbor. They arrived at the designated shop window. Steiner, Schneidermeister. The glass wore a thin sheet of mud and grime that had blown onto it in the passing weeks. On the opposite side, the mannequins stood like witnesses. They were serious and ludicrously stylish. It was hard to shake the feeling that they were watching everything. Rudy reached into his pocket. It was Christmas Eve. His father was near Vienna. He didn't think he'd mind if they trespassed in his beloved shop. The circumstances demanded it. The door opened fluently, and they made their way inside. Rudy's first instinct was to hit the light switch, but the electricity had already been cut off. Any candles? Rudy was dismayed. I brought the key, and besides, this was your idea. In the middle of the exchange, Liesel tripped on a bump in the floor. A mannequin followed her down. It grabbed her arm and dismantled in its clothes on top of her. Get these things off me! It was in 4 pieces. The torso and head, the legs, and 2 separate arms. When she was rid of it, Liesel stood and wheezed. Jesus Mary. Rudy found one of the arms and tapped her on the shoulder with its hand. When she turned in fright, he extended it in friendship. Nice to meet you. For a few minutes, they moved slowly through the tight pathways of the shop. Rudy started towards the counter. When he fell over an empty box, he yelped and swore, then found his way back to the entrance. This is ridiculous, he said. Wait here a minute. Liesel sat mannequin arm in hand till he returned with a lit lantern from the church. A ring of light circled his face. So where's this present you've been bragging about? It better not be one of these weird mannequins. Bring the light over. When he made it to the far section of the shop, Liesel took the lantern with one hand and swept through the hanging suits with the other. She pulled one out, but quickly replaced it with another.
No, still too big. After 2 more attempts, she held a navy blue suit in front of Rudy Steiner. Does this look about your size? While Liesel sat in the dark, Rudy tried on the suit behind one of the curtains. There was a small circle of light and the shadow dressing itself. When he returned, he held out the lantern for Liesel to see. Free of the curtains, the light was like a pillar, shining onto the refined suit. It also lit up the dirty shirt beneath and Rudy's battered shoes. Well, he asked. Liesel continued the examination. She moved around him and shrugged. Not bad. Not bad? I look better than just not bad. Just shoes let you down, and your face. Rudy placed the lantern on the counter and came toward her in mock anger, and Liesel had to admit that a nervousness started gripping her. It was with both relief and disappointment that she watched him trip and fall on the disgraced mannequin. On the floor, Rudy laughed. Then he closed his eyes, clenching them hard. Liesel rushed over. She crouched above him. Kiss him, Liesel, kiss him. Are you all right, Rudy? Rudy? I miss him, said the boy sideways across the floor. Frau Weymarschen, Liesel replied. She helped him up, straightening the suit. Merry Christmas. And my questions for this chapter are, why do you think Liesel didn't kiss Rudy? And do you think Rudy was thinking about Liesel kissing him? Why or why not? 9e partie. Le dernier humain étranger. Avec la tentation suivante. Un joueur de cartes. Les neiges de Stalingrad. Un frère qui ne vieillit pas. Un accident. Le goût amer des questions. Une boîte à outils. Un homme qui saigne. Un ours. Un avion en morceaux. Et un retour à la maison. La tentation suivante. Cette fois, il y avait des biscuits, mais ils étaient vieux. C'était des Kipferl qui restaient de Noël et ils étaient sur le bureau depuis au moins 15 jours, semblables à des fers à cheval miniatures recouverts d'une couche de sucre glace. Ceux du fond collaient à l'assiette. Les autres entassés formaient un tas caoutchouteux. Elle sentit leur arôme dès l'instant où ses doigts accrochèrent le rebord de la fenêtre. La pièce avec le goût du sucre et de la pâte et celui de milliers de pages. Il n'y avait pas de petits mots, mais Liesel comprit vite qu'il s'agissait là à nouveau d'un geste d'Hermann à son intention. Elle retourna vers la fenêtre et glissa une murmure par l'ouverture, le prénom de Rudy. Ils étaient venus à pied car la route était trop glissante pour qu'ils prennent les vélos. Rudy montait la garde sous la fenêtre. Son visage apparut et elle lui tendit l'assiette. Elle n'eut pas besoin d'insister pour qu'il la prenne. Tout en dévorant les gâteaux du regard, il interrogea. « Rien d'autre? Du lait? »« Quoi? »« Du lait, » répéta-t-il un peu plus fort cette fois. S'il avait perçu le ton offensé de Liesel, il ne montrait rien. « Tu es idiot ou quoi? Est-ce que je peux simplement voler le livre? » Bien sûr, tout ce que je disais, c'était... Liesel se dirigea vers l'étagère du fond, derrière le bureau. Dans le tiroir du haut de celui-ci, elle trouva du papier et un crayon et écrivit « Merci » sur une feuille qu'elle posa sur le dessus. À sa droite, un livre saillait, tel un O. Les lettres sombres du titre ressemblaient presque à des cicatrices sur sa pâleur. Der letzte menschliche Fremde, le dernier humain étranger. Il bruissa doucement quand elle le prit sur l'étagère. Un peu de poussière tomba. Au moment où elle allait ressortir, elle entendit s'ouvrir la porte de la bibliothèque. Elle s'immobilisa, un genou en l'air, la main qui tenait le livre posée sur le cadre de la fenêtre. Lorsqu'elle se retourna, elle découvrit l'épouse du maire, en peignoir, en éponge, flambant neuf et en pantoufles. Sur sa poitrine du peignoir était brodée un croix gammée. La propagande parvenait jusque dans les salles de bain. Elles se regardèrent. Liesel jeta un coup d'œil à la poitrine d'Hermann, puis leva le bras. Heil Hitler. Elle allait partir lorsqu'une pensée lui traversa l'esprit. Les petits gâteaux. Ils étaient là depuis plusieurs semaines. Autrement dit, si le maire se servait de sa bibliothèque, il les avait vus. Et dans ce cas, il avait certainement demandé la raison de leur présence, à moins
Et cette supposition remplit Liesel d'un étrange optimisme, à moins que ce ne fût pas la bibliothèque du maire, mais celle de son épouse. Elle ignorait pourquoi cela avait une telle importance, mais l'idée que les livres appartiennent à Hermann lui plaisait. C'était elle qui l'avait fait entrer dans la bibliothèque et qui, la première, lui avait ouvert la fenêtre sur la lecture dans tous les sens du terme. Elle préférait qu'il en fût ainsi, c'était logique. Elle demanda « C'est votre bibliothèque, n'est-ce pas ?» La femme du maire se raidit. « J'avais l'habitude de lire ici avec mon fils, mais ensuite… » Liesel sentait l'air froid derrière elle. Elle eut la vision d'une mère assise sur le parquet en train de lire, tandis que son petit garçon montrait du doigt les images et les mots. Puis elle vit la guerre à la fenêtre. « Je sais. » Du dehors, une exclamation lui parvint. « Qu'est-ce que t'as dit ?» Liesel tourna la tête et chuchota sèchement. « Tais-toi, Zucker, et surveille la rue. » Puis elle parla lentement en direction d'Ilsa Hermann cette fois. « Ainsi, tous ces livres. La plupart sont à moi. Quelques-uns appartiennent à mon mari, d'autres appartenaient à mon fils, comme tu le sais. » C'était au tour de Liesel d'être gênée. Elle s'empourpra. « J'ai toujours cru que c'était la bibliothèque du maire. » Pourquoi? Ilsa avait l'air amusée. Liesel remarqua que ses pantoufles étaient aussi ornées de croix gammées. « C'est le maire. Je me suis dit qu'il devait lire beaucoup. » La femme du maire mit les mains dans ses poches. « Depuis quelque temps, c'est surtout toi qui utilises cette pièce. »« Vous avez lu celui-ci » Liesel prendit le dernier humain étranger. Ilsa Hermann examina le titre de plus près. « Oui, c'est bien, pas mal. » Maintenant, Liesel mourait d'envie de s'en aller, tout en se sentant obligée de rester. Elle ouvrit la bouche, mais elle avait trop de mots sur la langue et ils allaient trop vite. À plusieurs reprises, elle tenta en vain de les capturer. Finalement, c'est Ilsa Hermann qui prit l'initiative. Elle aperçut le visage de Rudy à la fenêtre, ou plutôt sa chevelure semblable à la flamme d'une bougie. « Tu ferais bien de t'en aller, dit-elle. Il t'attend. » Sur le chemin du retour, ils mangèrent les biscuits. « Tu es sûr qu'il n'y avait rien d'autre ?» demanda Rudy. C'était certainement pas tout. « On a déjà de la chance d'avoir récupéré les gâteaux. » Liesel jeta un œil à l'assiette que tenait Rudy. « Dis-moi la vérité. Tu en as mangé combien avant que je ne revienne? »« Ici, c'est toi qui voles, » rétorqua Rudy furieux, « pas moi. » « Ne me raconte pas de bobards, Zucker, tu as encore du sucre au coin des lèvres. » Rudy s'essuya la bouche d'une main. « Je n'en ai pas mangé un seul, promis. » Ils mangèrent la moitié de l'assiette avant d'atteindre le pont et finirent le reste avec Tommy Müller en arrivant dans la rue humaine. Ceci fait, il restait un détail à régler. C'est Rudy qui se chargea de le formuler. « Bon sang, qu'est-ce qu'on va faire avec l'assiette? » Et pour ce chapitre, ma question c'est pourquoi est-ce que Hermann a laissé les gâteaux pour Liesel? The card player. Around the time Liesel and Rudy were eating the cookies, the resting men of the LSE were playing cards in a town not far from Essen. They just completed the long trip from Stuttgart and were gambling for cigarettes. Reinhold Zucker was not a happy man. "He's cheating, I swear it," he muttered. They were in a shed that served as a barracks, and Hans Superman had just won his third consecutive hand. Zucker threw his card down in disgust and combed his greasy hair with a threesome of dirty fingernails. Some fact about Reinhold Zucker. He was 24. When he won a round of cards, he gloated. He would hold the thin cylinders of tobacco to his nose and breathe them in. "The smell of victory," he would say. Oh, and one more thing, he would die with his mouth open. And like the young man to his left, Hans Superman didn't gloat when he won. He was even generous enough to give each colleague one of his cigarettes back and light it for him. All but Reinhold Zucker took up the invitation. He snatched at the offering and flung it back to the middle of the turned-over box. "I don't need your charity, old man." He stood up and left. "What's wrong with him?" the sergeant inquired. But no one cared enough to answer. Reinhold Zucker was just a 24-year-old boy who could not play cards to save his life.
Had he not lost his cigarettes to Hans Superman, he wouldn't have despised him. If he hadn't despised him, he might not have taken his place a few weeks later on a fairly innocuous road. 1 seat, 2 men, a short argument, and me. It kills me sometimes how people die. And my question is, what do we learn about Reinhold Zucker's death in this chapter? The snows of Stalingrad. In the middle of January 1943, the corridor of Himmel Street was its dark, miserable self. Liesel shut the gate and made her way to Frau Olsapfel's door and knocked. She was surprised by the answerer. Her first thought was that the man must have been one of her sons, but he did not look like either of the brothers in the framed photos by the door. He seemed far too old, although it was difficult to tell. His face was dotted with whiskers, and his eyes looked painful and loud. A bandaged hand fell out of his coat sleeve, and cherries of blood were seeping through the wrapping. Perhaps you should come back later. Liesel tried to look past him. She was close to calling out to Frau Olsapfel, but the man blocked her. Child, he said, come back later. I'll get you. Where are you from? More than 3 hours later, a knock arrived at 33 Himmel Street, and the man stood before her. The cherries of blood had grown into plums. She's ready for you now. Outside, in the fuzzy gray light, Liesel couldn't help asking the man what had happened to his hand. He blew some air from his nostril, a single syllable, before his reply, Stalingrad. Sorry? He had looked into the wind when he spoke. I couldn't hear you. He answered again, only louder, and now he answered the question fully. Stalingrad happened to my hand. I was shot in the ribs, and I had 3 of my fingers blown off. Does that answer your question? He placed his injured hand in his pocket and shivered with contempt for the German wind. You think it's cold here? Liesel touched the wall at her side. She couldn't lie. Yes, of course. The man laughed. This isn't cold. He pulled out a cigarette and placed it in his mouth. One-handed, he tried to light a match. In the dismal weather, it would have been difficult with both hands, but with just one, it was impossible. He dropped the matchbook and swore. Liesel picked it up. She took his cigarette and put it in her mouth. She, too, could not light it. You have to suck on it, the man explained. In this weather, it only lights when you suck, Barstein. She gave it another go, trying to remember how Papa did it. This time, her mouth filled with smoke. It climbed up her teeth and scratched her throat, but she restrained herself from coughing. Well done. When he took the cigarette and breathed it in, he reached out his uninjured hand, his left. Michael Olsapfel, Liesel Memminger. You're coming to reach my mother? Rosa arrived behind her at that point, and Liesel could feel the shock at her back. Michael? She asked. Is that you? Michael Olsapfel nodded. Guten Tag, Frau Huberman. It's been a long time. You look so old. Rosa was still in shock, but she composed herself. Would you like to come in? I see you met my foster daughter. Her voice trailed off as she noticed the bloodied hand. My brother is dead, said Michael Olsapfel, and he could not have delivered the punch any better with his one usable fist, for Rosa staggered. Certainly, war meant dying, but it always shifted the ground beneath a person's feet when it was someone who had once lived and breathed in close proximity. Rosa had watched both of the Olsapfel's boys grow up. The old and young man somehow found a way to list what happened without losing his nerve. I was in one of the buildings we used for a hospital when they brought him in. It was a week before I was coming home. I spent 3 days of that week sitting with him before he died. Je suis désolée. Les mots ne semblaient pas sortir de la bouche de Rosa. Ce soir-là, c'était une autre femme qui se tenait derrière Liesel, mais la fillette n'osait pas se retourner. S'il vous plaît, ne dites rien, fit Michel. Est-ce que je peux amener cette jeune fille pour qu'elle fasse la lecture à ma mère? Je crois que maman n'est pas en état d'écouter, mais elle a demandé qu'elle vienne. Bien sûr. Ils étaient à mi-chemin dans l'allée quand Michel Olsapfel se retourna. Il venait de penser à quelque chose. Rosa, dit-il. Ils attendirent quelques instants que Rosa apparaisse de nouveau sur le seuil. J'ai appris que votre fils était là-bas, en Russie. C'est quelqu'un de Mocking sur qui je suis tombée par hasard qui me l'a dit. Mais vous le saviez, bien sûr.
Rosa se précipita au dehors et l'attrapa par la manche pour tenter de le retenir. Non, je ne savais pas. Il est parti un jour et il n'est jamais revenu. On a essayé de le retrouver, mais il s'est passé tant de choses. Il y a eu... Michel Otzapfel était déterminé à partir. Il ne voulait surtout pas entendre encore une histoire triste. Il se dégagea. À ma connaissance, il est toujours vivant, dit-il. Il rejoignit Liesel, qui l'attendait devant le portail. Liesel s'attarda. Elle regarda Rosa, dont le visage s'était éclairé et assombri simultanément. Maman, Rosa lui fit un petit signe de la main. Vas-y. Liesel ne bougea pas. J'ai dit vas-y. Lorsqu'elle le rejoignit, le soldat tenta de lui faire la conversation. Sans doute regrettait-il la gaffe qu'il venait de faire auprès de Rosa et il essayait de la noyer sous d'autres mots. Levant sa main bandée, il déclara « Je n'arrive pas à arrêter le saignement. » Liesel fut soulagée en entrant dans la cuisine des Otzapfel. Plus tôt, elle se mettrait à lire et mieux ce serait. Frau Otzapfel avait sur les joues des traînées humides semblables à du fil de fer. Son fils était mort, mais ce n'était qu'une partie de l'histoire. Elle ne saurait jamais vraiment de quelle manière cela avait eu lieu, mais il y a ici quelqu'un qui le sait. Généralement, quand il y a eu de la neige, des armes et la confusion de langues, je suis bien placée pour savoir ce qui s'est passé. Lorsque j'imagine la cuisine de Frau Otzapfel telle que l'a décrite la voleuse de livres, je ne vois pas la cuisinière, les cuillères en bois, le robinet, ni rien de tout cela. En tout cas, pas sur le moment. Je vois l'hiver russe, la neige qui tombe du plafond et le destin du second fils de Frau Otzapfel. Il s'appelait Robert et voici ce qui lui est arrivé. Une petite histoire de guerre. Il y a eu les jambes arrachées au niveau des tibias et il est mort veillé par son frère dans la pointure et le froid d'un hôpital. C'était le 5 janvier 1943, un jour glacial comme une autre sur le front russe. Partout dans la ville, les Russes et les Allemands gissaient dans la neige morts. Les survivants tiraient sur les pages blanches qui leur faisaient face. 3 langues s'entremêlaient, le russe, les balles, l'allemand. Tandis que j'avançais parmi les âmes abattues, l'un des hommes disait « L'estomac me démange ». Il le répéta à plusieurs reprises. Malgré le choc, il rampa jusqu'à une forme sombre ravagée, assise sur le sol dans les ruisseaux de sang. Quand le soldat blessé à l'estomac arriva, il s'aperçut qu'il s'agissait de Robert Otzapfel. Les mains ensanglantées, il entassait de la neige au-dessus de ses tibias, là où la dernière explosion lui avait arraché les jambes. Mains brûlantes et cris rouges. Une vapeur montait du sol, odeur et vision de la neige en décomposition. « C'est moi, Pieter, lui dit le soldat. Il se traîna encore sur quelques centimètres. « Pieter ?» demanda Robert d'une voix de plus en plus faible. Il avait dû sentir ma présence toute proche. Et à nouveau, « Pieter ?» Force est de constater que les agonisants posent toujours des questions dont ils connaissent les réponses. Peut-être est-ce pour mourir en ayant raison. Soudain, le son des voix devint uniforme. Robert Otzapfel bascula vers la droite et s'effondra sur le sol froid et fumant. Il s'attendait certainement à me rencontrer à cet instant précis. Ce ne fut pas le cas. Malheureusement pour le jeune Allemand, je ne l'ai pas emporté cet après-midi-là. Je l'ai enjambé avec les autres pauvres armes dans mes bras et je suis revenu vers les lignes russes. J'en ai fait des allers et retours avec des corps déchiquetés. Cela n'avait rien d'une balade à ski, je peux le dire. Comme Michel le raconta à sa mère, 3 longues journées s'écoulèrent avant que je ne vienne finalement prendre le soldat qui avait perdu ses pieds à Stalingrad. J'étais très demandée à l'hôpital de campagne et quand je suis arrivée, l'odeur a manqué me faire défaillir. Un homme avec une main bandée était en train de dire au soldat silencieux et traumatisé qu'il allait s'en tirer. « Tu vas bientôt rentrer à la maison, lui affirmait-il. Tu vas quitter cet endroit. Oui, pensai-je, pour toujours. J'attends que tu ailles mieux, poursuivit-il. Je devais retourner chez nous à la fin de la semaine, mais je t'attends. J'ai emporté l'âme de Robert Otzapfel avant que son frère n'ait terminé la phrase suivante.
D'habitude, quand je suis quelque part à l'intérieur, je dois me démener pour regarder à travers le plafond. Mais dans cet hôpital-ci, j'ai eu de la chance. Le toit avait été détruit à un endroit et j'avais vu sur le ciel. À 1 mètre de moi, Reinhold Zucker parlait encore. J'ai essayé de l'ignorer en observant le trou que j'avais au-dessus de la tête. Le ciel était blanc, mais il se dégradait à toute vitesse. Comme toujours, il devenait une énorme bâche. Du sang suintait, et par endroits les nuages étaient sales, telles des traces de pas dans la neige fondue. Des traces de pas, interrogerez-vous. Tiens donc, je me demande à qui elles pouvaient bien appartenir. Dans la cuisine de Frau Holzapfel, Liesel lisait à voix haute, une page après l'autre, en pure perte. Pour ma part, lorsque la vision du champ de bataille russe s'efface devant moi, la neige ne cesse pas de tomber du plafond. La bouilloire en est couverte, la table également. Les humains, eux aussi, ont des plaques de neige sur la tête et les épaules. Le frère frissonne, la femme pleure, et la fillette poursuit sa lecture, car c'est pour cela qu'elle est venue, et c'est bon d'être bonne à quelque chose après les neiges de Stalingrad. Et ma question pour ce chapitre, c'est... où est-ce que c'est? À qui appartiennent les traces de pas dont la mort parle? And that's everything for this week. Next week is going to be week 27. Guys, we've passed the half-year mark. So thank you for staying with us and listening to our book club every week. We're really enjoying reading this book, so we hope you're enjoying it too. C'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, ce sera... Non, aujourd'hui, c'est la 26e semaine. Alors, c'est 6 mois entiers qu'on lit ce livre. On l'aime beaucoup. On espère que vous l'aimez aussi. Et merci d'avoir fait tout ce voyage avec nous. On espère que vous reviendrez la semaine prochaine. Bye.